les rendez-vous habituels, 2 interviews politiques aujourd'hui, l'œil 2 et évidemment l'agenda. Et tout de suite, les titres de cette actualité ce matin. Saveria, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Emmanuel Macron décrète l'état d'urgence économique et sociale, 100 € pour le SMIC, suppression de la hausse de la CSG pour les petites retraites, prime de fin d'année pour les entreprises qui le pourront. En revanche, pas de retour de l'ISF. Voilà les principales annonces du chef de l'État. Seront-elles suffisantes pour apaiser la colère des Gilets jaunes? On en parle avec mes invités, les sénatrices Laurence Rossignol et Annick Billon. C'est l'autre source d'inquiétude pour le gouvernement, la mobilisation des lycéens. 450 lycées sont appelés à débrayer. Aujourd'hui, un mardi noir en perspective. Le gouvernement craint des violences après les incidents de Mantes-la-Jolie la semaine dernière. Et puis le vote du budget au Sénat, les sénateurs se prononceront cet après-midi sur l'ensemble du projet de loi de finances 2019. Des sénateurs inquiets de la dégradation des comptes après le ralentissement de la croissance et les mesures annoncées par l'exécutif. 13 minutes pour convaincre et apaiser les Français. Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces hier, notamment en décrétant l'état d'urgence économique et social, changement de ton, également pour tenter de calmer la colère des Gilets jaunes, colère qu'il a qualifiée de juste à bien des égards. Retour sur cette intervention avec Adrien Develay. Emmanuel Macron est donc sorti de son silence. La colère des Gilets jaunes, il dit l'avoir entendue. Une colère juste, à bien des égards, pour le président de la République, dans laquelle il prend sa part de responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous. Une colère révélatrice de 40 années de malaise qui ressurgissent et qui méritent pour Emmanuel Macron la mise en place d'un état d'urgence économique et social. Le président annonce une série de mesures immédiates, l'augmentation de 100 € pour le SMIC dès 2019, la défiscalisation des heures supplémentaires et l'octroi d'une prime de fin d'année pour les employés des entreprises. Autre mesure symbolique à destination des retraités, l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraites inférieures à 2 000 €. L'effort qui leur a été demandé était trop important et il n'était pas juste. En revanche, Emmanuel Macron n'entend pas toucher à la suppression de l'impôt sur la fortune, décidée en début de quinquennat. Revenir en arrière nous affaiblirait, dit-il. Pour poursuivre les transformations du pays, le président a confirmé la mise en place d'un débat national. Le débat national annoncé doit être beaucoup plus large. Pour cela, nous devons avant toute chose assumer tous ensemble tous nos devoirs. Un débat où les maires de France auront toute leur place pour bâtir un nouveau contrat pour la nation. Voilà, après ces titres de l'actualité, place maintenant à l'interview politique dans un instant. Bonjour Laurence Rossignol, ancienne ministre, sénatrice socialiste de l'Oise. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Laurence Rossignol, merci d'être avec nous. Votre sentiment général après l'intervention, les annonces d'Emmanuel Macron hier, est-ce qu'elles sont de nature à calmer, à apaiser la colère des Gilets jaunes ? Alors d'abord, la colère, elle n'est pas que chez les Gilets jaunes, elle est aussi dans la jeunesse aujourd'hui. Et ce qui se passe dans les lycées, et la journée d'aujourd'hui va être déterminante, est aussi à prendre en compte. 450 Donc lycées le président de la bloqués. République avait hier soir à répondre à la fois à la colère dite des Gilets jaunes, mais qui est la colère des couches populaires, et puis celle des lycéens et des étudiants. Il a en partie répondu sur la question sociale. Et il faut prendre et être positif. La mesure qu'il a annoncée de la suppression de la CSG sur les retraites au-dessus de 2 000 € est une bonne mesure. S'il nous avait écouté à l'époque où il l'a fait, il serait épargné bien des ennuis. On savait que ça allait être douloureux, cette La hausse mesure-là. du SMIC, la Mais non, défiscalisation il n'y a pas de hausse du SMIC. Ça aussi, c'est des bonnes mesures. Non, il n'y a pas de hausse du SMIC. Il y a une accélération de la hausse de la prime d'activité. Donc ce ne sont pas les entreprises, ce n'est pas le salaire qui augmente, c'est la prime d'activité qui n'est pas payée par les entreprises, mais qui est payée par nous tous sur le budget de l'État. Certes, mais à la fin du mois, les salariés payés au SMIC verront leur salaire augmenter. Bon, ça c'est bien, c'était prévu, c'est accéléré, c'est une bonne chose. Sur ce sujet, je voudrais quand même poser quelques questions au gouvernement parce que je n'ai pas les réponses. Est-ce que ça ne va concerner que les salariés payés au SMIC et pas ceux qui sont payés en dessous du SMIC ? C'est-à-dire ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, les gens qui gagnent 850 € par mois parce qu'ils sont dans des emplois précaires. Et je ferais faire une observation et dire quelque chose au président de la République. C'est bien d'évoquer la situation des femmes sur les ronds-points, des mères seules, de leurs difficultés.
Mais encore faudrait-il qu'il y ait des mesures pour elles. Et si la hausse de 100 € de la prime d'activité ne concernait que les salariés au SMIC, alors ce serait une utilisation de la détresse des femmes sans mesure. Vous parlez d'utilisation de la détresse des femmes. Il vous a semblé insincère dans ses propos là-dessus quand il a évoqué les mères divorcées, les veuves, les célibataires? Non, je pense qu'il sait que ça existe. Il a remarqué que sur les ronds-points, il y a beaucoup de femmes. Et il sait à quelle situation ça correspond. Donc c'est probablement sa compassion. J'ai entendu parler de compassion. Est probablement sincère. Mais ce qui nous intéresse, c'est les réponses qu'il apporte à ces femmes-là. Et ce qui les caractérise pour beaucoup d'entre elles, c'est qu'elles gagnent moins que le SMIC parce qu'elles sont dans des jobs à temps partiel, des jobs précaires. Donc quelles mesures pour elles? Parce qu'elles ont besoin largement de 100 €. Surtout que j'ajoute que certaines d'entre elles ne touchent pas leur pension alimentaire ou une très faible allocation. Donc là, il y a un vrai sujet, quand on l'aborde, on le traite. On ne fait pas simplement de se servir des femmes et de ne pas traiter. Globalement, Laurence Rossignol, est-ce que toutes ces annonces, c'est un virage social, c'est un virage à gauche que vous saluez en tant que socialiste? Pour moi, un virage à gauche, c'est un virage qui permet de mieux répartir les richesses. Depuis 2008, depuis la grande crise, en fait, l'imposition sur les entreprises a diminué et l'imposition sur les ménages a augmenté. Et en même temps, la redistribution des richesses par le travail a aussi diminué. Donc une politique de gauche, c'est une politique de redistribution des richesses qui met à contribution la richesse créée. Or, quand Emmanuel Macron dit « ça fait 40 ans qu'avant moi, tout le monde échoue », d'abord, je pense que dans la situation à laquelle il aurait pu s'épargner d'aller donner un coup de griffe à ses prédécesseurs en remontant jusqu'à François Mitterrand, mais surtout, il faut qu'il aille au bout de son raisonnement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 ans? C'est la mondialisation financière, le nouveau capitalisme qui détruit le salariat. Donc c'est pas simplement l'impuissance des politiques, c'est qu'est-ce que c'est qu'un nouveau cap pour Emmanuel Macron? Un nouveau cap pour Emmanuel Macron, c'est de donner le rôle qu'il va jouer pour changer cette économie. En fait, vous savez, les gens, c'est pas compliqué. Ils croient, Emmanuel Macron croit que 4-5 mesures vont aider. Je le souhaite. Je suis comme tout le monde, je souhaite que notre pays revienne dans une paix civile plus grande. Mais ce qu'il n'a pas perçu, ou en tout cas pas exprimé hier soir, c'est la contestation globale qui est portée aussi par tous ces mouvements. Et juste, je finis ma phrase, dans cette contestation globale, il y a le sentiment de vivre dans un monde économique aujourd'hui qui ne prend plus en compte les petits, les salariés, ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. Laurence Rossignol, on comprend bien ce matin que pour vous, le compte n'y est pas, ces annonces ne sont pas suffisantes, mais néanmoins, nous sommes mardi, est-ce que vous appelez à la fin de la mobilisation des Gilets jaunes ou est-ce que vous appelez samedi à une nouvelle mobilisation? Mais je n'ai jamais appelé à la mobilisation des Gilets jaunes. Est-ce que le mouvement Vous savez, les mouvements sociaux, surtout celui-ci, qui est totalement émancipé des partis politiques, n'attend pas que les politiques viennent leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent. Et donc, ce que je souhaite, c'est que le mouvement des Gilets jaunes puisse pousser plus loin cette contestation globale et qu'il demande aussi à Emmanuel Macron de nous indiquer un nouveau cap. Parce que si Emmanuel Macron change de cap, hier soir, il n'en a donné aucun. Il n'y a pas de cap nouveau. La transition écologique a disparu. J'ai été très choquée de voir apparaître les mots immigration, identité au milieu de ce discours-là, alors que c'était franchement pas le sujet. Ça, c'est les vieilles ficelles. C'est pas la peine d'essayer de faire ça, ça sert à rien. Laurence Rossignol, à l'instant, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, dit qu'il va falloir sans doute creuser le déficit pour financer toutes ces mesures. Ça me paraît probable. C'est 10 milliards d'euros supplémentaires de dépenses, enfin pas de dépenses, 10 milliards d'euros de moindres recettes et de dépenses. Je ne vois pas d'autre solution que de creuser le déficit, vu que le président de la République n'a pas annoncé non plus de réforme fiscale d'ampleur qui lui permettrait de rééquilibrer les 10 milliards d'euros. Mais vous savez, nous sommes nombreux à dire la compensation de ces 10 milliards, elle existe dans le non-doublement du CICE et dans le rétablissement de l'ISF. Très bien, merci Laurence. C'est moi. Ça vous inquiète, les listes européennes qu'ils pourraient faire, les Gilets jaunes? Non, ça ne m'inquiète pas. Enfin, j'observe, vous savez, dans 6 mois, on verra où on en sera. Et puis, c'est compliqué de dire ça. J'ai vu qu'on avait fait tester les Gilets jaunes. Par ailleurs, 12%. Il y en a qui ont dit 12%, c'est pas grand-chose. 12%, c'est beaucoup. Au stade où on en est du mouvement, c'est beaucoup. Merci beaucoup, Laurence Rossignol. Merci. Alors, pendant son allocution, le chef de l'État a également voulu remettre au cœur du débat et au cœur de l'action des maires en annonçant un tour de France des maires. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron hier soir. Je veux que soit posée la question de l'organisation de l'État, de la manière dont il est gouverné et administré depuis Paris, sans doute trop centralisé depuis des décennies.
et la question du service public dans tous nos territoires. Mais un tel débat n'est pas seulement affaire de représentants institutionnels. Il doit se dérouler aussi partout sur le terrain. Et il est des interlocuteurs naturels des citoyens qui doivent en recevoir les demandes et s'en faire les relais. Ce sont les maires. Ils portent la République sur le terrain. C'est pourquoi je rencontrerai moi-même les maires de France, région par région, pour bâtir le socle de notre nouveau contrat pour la nation. Voilà, place maintenant au face-à-face. Annick Billon, sénatrice centriste de la Vendée, nous a rejoint sur ce plateau. Madame la sénatrice, merci d'être notre invitée politique ce matin. Bonjour Annick Billon. On vient d'entendre à l'instant Emmanuel Macron hier soir. Emmanuel Macron vous remettre les maires, les élus locaux au cœur du débat. Vous êtes bien sûr une élue locale. Est-ce que vous saluez cette initiative ? Je la salue d'autant plus que les maires et les élus locaux la demandent depuis plusieurs mois. Ils pensent qu'ils ont été pas écoutés, ils n'ont pas été écoutés. On les a maltraités. Ils ne savent pas où ils vont, ils ne connaissent pas la trajectoire du gouvernement. Le congrès des maires vient de se terminer. Ils n'ont pas vu le président Emmanuel Macron. Donc oui, si le président Emmanuel Macron considère les maires désormais, c'est une bonne chose. Vous êtes une élue de terrain, une élue de Vendée. Comment vous avez vécu cette crise des Gilets jaunes, cette colère de la France profonde dans votre territoire, la Vendée ? Alors la Vendée, bien entendu, a été frappée par la vague des Gilets jaunes depuis le 17 novembre. C'est une vague parfois peut-être moins violente, mais il y a quand même de la violence en Vendée. Donc j'ai été choquée par toute la violence qu'on a pu constater dans certaines grandes villes, mais aussi en Vendée, notamment des manifestations, des menaces contre les personnes qui représentent l'État. Donc je l'ai mal vécu clairement parce que ce mouvement semble incontrôlable et les revendications sont tellement hétérogènes et parfois aussi assez individualistes qu'on ne sait pas quelle est la bonne réponse. Et alors justement, après avoir écouté Emmanuel Macron, le chef de l'État hier soir, est-ce que vous avez le sentiment que ces annonces sont à même d'apaiser les revendications des Gilets jaunes ? Alors déjà, il était très important que le président de la République s'adresse enfin aux Français, parce que il était 17 novembre, hier on était le 10 décembre, il s'est quand même passé beaucoup de jours entre ces deux dates et personne n'a entendu véritablement la voix du président de la République. Donc il a apporté, je pense, un mea culpa, une certaine humilité par rapport à certaines décisions, certains comportements, une communication qu'il y a eu aussi depuis son élection. Il a apporté des réponses. Pour certaines de ces réponses, l'UDI, par exemple, sur la CSG, la suppression de la hausse de la CSG sur les retraites de moins de 2 000 euros, elle le proposait pour un autre montant, mais elle le proposait. L'augmentation camouflée du SMIC, c'est une bonne chose aussi. Ça donne un peu de pouvoir d'achat aux personnes qui sont au SMIC, mais ça va peut-être pas être suffisant. Comme je vous le disais, j'ai l'impression que toutes ces revendications des Gilets jaunes, elles sont très profondes. Elles sont un mouvement qui date depuis 30-40 ans. Je crois que c'est un rejet. L'élection de Emmanuel Macron a été un rejet des partis politiques en place. C'est aujourd'hui aussi un rejet de la politique d'Emmanuel Macron. Justement, sur ce rejet, vous l'évoquez à l'instant, sur ce rejet de la personne, de la personnalité d'Emmanuel Macron, beaucoup l'attendaient également sur son style. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant et vous l'avez trouvé surtout dans l'empathie et moins arrogant ? Moi, je pense que cet exercice était très difficile pour le président de la République parce qu'il y a une totale incompréhension. On le voit dans les slogans sur les barrages, par exemple. Les revendications sont tellement multiples que, quel que soit l'échantillon, le catalogue des mesures qu'il allait proposer, il y allait forcément avoir une incompréhension et peut-être que certains gilets jaunes ne vont pas se reconnaître dans ces propositions. D'autres vont peut-être se reconnaître. Donc c'était un exercice très difficile. Moi, j'ai trouvé qu'il était globalement, par rapport à certaines autres communications, pour ma part, il a été réussi parce qu'il apporte des réponses sur certains sujets. C'est ce que les Français et les Gilets jaunes attendaient. Est-ce qu'il apporte toutes les réponses ? Peut-être pas, mais il apporte des réponses et j'ai senti une certaine humilité, malgré tout, dans son propos. À votre sens, les barrages devraient être levés aujourd'hui ? Je n'en suis pas persuadée du tout, puisque, même si vous l'avez dit, il a parlé des élus locaux, des maires qui doivent être considérés. Ce sont les amortisseurs, on va dire, des chocs et des décisions. Mais j'avais un rendez-vous samedi soir dernier au Sables d'Olonne
avec le président de la Corepem, Comité régional des pêches. Les pêcheurs sont aussi actuellement, on ne les a pas beaucoup entendus. C'est quand même un corps de métier qui souffre. Il y a le Brexit, il y a Annick tout un Billon, tas de justement, sur l'agrégation, vous évoquez les pêcheurs à l'instant, sur l'agrégation des mécontentements, il y a une autre source d'inquiétude pour le gouvernement, c'est la mobilisation des lycéens aujourd'hui, les syndicats qui appellent aujourd'hui à un mardi noir dans les lycées. Je vous propose de regarder ce sujet de Michael Spitzberg. Mardi noir en perspective du côté des lycées où un appel à des occupations et des blocages des établissements a été lancé. À l'ombre de la révolte des Gilets jaunes, le mouvement de protestation lycéen lancé la semaine dernière continue. Dans un climat de tension, symbolisé par les événements de Mantes-la-Jolie la semaine dernière, où 150 jeunes avaient été interpellés à genoux, les mains entravées, en marge d'une manifestation émaillée de dégradations. Pour les lycéens, les revendications sont multiples. La remise en cause des réformes du bac et du lycée, la fin de la plateforme Parcoursup et l'annulation du service national universel. Des lignes rouges pour le président de l'Union nationale lycéenne qui assure que le mouvement tiendra aussi longtemps que nécessaire. Non, il ne s'arrêtera pas avant qu'on soit entendu et je précise aussi que ça continuera après les vacances de Noël. Les lycéens, aujourd'hui, on n'est pas en train de bloquer seulement parce que ça nous fait plaisir. À côté, on subit une répression policière qui nous inquiète. On continuera jusqu'à obtenir nos revendications parce que c'est une nécessité aujourd'hui. Une détermination qui ne semble pas perturber le ministre de l'Éducation, toujours persuadé du bien fondé de ses choix, notamment sur la réforme du bac et du lycée. C'est une réforme qui a été présentée en février dernier, donc elle ne vient pas d'arriver, elle a été connue, elle s'est faite dans un certain consensus, elle a été bien reçue par la plupart des milieux concernés. Nous l'avions élaborée avec les lycéens, en les consultant. Il y a une consultation qui a impliqué plus de 40 000 lycéens, donc on ne va pas défaire quelque chose qu'on avait commencé à faire en consultant. On ne peut vraiment pas reprocher que cette réforme ait été faite sur un coin de bureau, c'est des mois de travail en consultant tout le monde. Un dialogue est en cours avec le secrétaire d'État à l'Éducation nationale, Gabriel Attal, sans succès. Pour l'heure, une crise supplémentaire pour le gouvernement. Dans un lycée. Annick Billon, vous craignez justement une agrégation des mécontentements, ce mouvement de colère des lycéens? Alors, je crois que les lycéens, lorsqu'ils donnent tout un tas de revendications, de remise en cause de certaines réformes, ils parlent de Parcoursup, admission post-bac. Parcoursup, c'est beaucoup mieux que admission post-bac. Pour avoir eu 2 enfants qui ont fait les deux, je vous garantis que Parcoursup, c'est des solutions plus efficaces, c'est une solution plus facile que admission post-bac. Donc la colère, le mécontentement, la mobilisation des lycéens, elle est là, quel que soit le fond des réformes. Elle est là, mais est-ce qu'elle n'est pas utilisée? Moi, je crains vraiment que les lycéens soient utilisés dans ce mouvement pour apporter encore et encore de la revendication. Il faut de la revendication, il faut entendre ce qui se passe au niveau du terrain. Je le suis en permanence en Vendée, mais il faut aussi connaître les limites de l'exercice politique. Aujourd'hui, la France a besoin de se réformer, elle a besoin de se réformer avec les corps intermédiaires, avec les maires, avec les élus locaux, mais il faut aussi accepter les réformes. On terminera là-dessus. Merci beaucoup. Merci Annick Billon, c'est la centriste de la Vendée. J'ajoute que vous êtes présidente de la délégation aux droits des femmes. Oui, mais je vois que le sujet avait été traité avant avec ma précédente collègue. Voilà, ancienne ministre elle-même des droits des femmes. Merci beaucoup Annick Billon. On passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat dans un instant. Alors, il s'en passe des choses au Sénat et vous allez tout nous dire, Saveria, ce matin. À 14h30, il faudra suivre bien sûr en séance dans l'hémicycle le vote définitif du budget 2019, un budget que les sénateurs ont modifié. Ils avaient notamment, on s'en souvient, voté il y a 3 semaines déjà la suppression de la hausse de la taxe sur les carburants, 2 semaines donc avant les annonces du gouvernement. Toujours en séance dans l'hémicycle, un autre texte important, une proposition de résolution de Bruno Retailleau, le président des sénateurs Les Républicains, sur le port du voile intégral dans l'espace public. Et enfin, un autre texte examiné également tout à l'heure en séance, une proposition de loi sur les communes nouvelles qui vise à adapter l'organisation de ces communes à la diversité des territoires. Un texte présenté par la centriste Françoise Gatel. Voilà pour l'agenda. On passe maintenant à une rubrique habituelle. Vous le savez, c'est l'œil 2 dans un instant. À tout de suite.
Voilà, c'est l'œil de Jean Massier qui présente question aux sénateurs sur publicsénat.fr. Bonjour Jean, merci d'être avec nous ce matin sur ce plateau. Bonjour Jean, au lendemain de l'intervention d'Emmanuel Macron devant les Français, vous avez rédigé une note de façon collaborative que vous avez adressée à l'Élysée, une sorte de scénario de sortie de crise clé en main. Qu'est-ce que c'est exactement ? Absolument, on est plusieurs innovateurs démocratiques à proposer des solutions diverses et variées, notamment grâce au numérique, pour inciter les citoyens à se rapprocher des institutions et à participer. Et on a décidé de proposer au pouvoir public et aux Gilets jaunes un scénario en 4 étapes qui permet de sortir démocratiquement de la grave crise démocratique qu'on est en train de vivre. Alors l'idée, c'est d'associer les Gilets jaunes et les institutions, c'est ça, en vue d'une sortie de crise démocratique. L'idée, c'est pas d'opposer l'un à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire associer les Gilets jaunes et les institutions ? C'est d'essayer de trouver les voies médianes qui permettent aux uns et aux autres de trouver une solution démocratique. Donc ça passe par la nomination d'une assemblée citoyenne, par exemple, dont une partie serait tirée au sort. Ça passe par une plateforme numérique sur laquelle les Français seraient invités à proposer des amendements. Ça passe par une réforme de la Constitution qui serait issue de cette assemblée citoyenne. Et à la fin, évidemment, un référendum pour que le peuple décide. Vous avez été surpris que justement Emmanuel Macron n'évoque pas le référendum hier soir ? Absolument, c'était un peu une déception, même s'il a laissé la porte ouverte à une refonte de notre système démocratique. Il l'a dit à la fin de son intervention. On sait qu'il attend la réforme de la Constitution à partir de janvier prochain pour continuer sur ce chemin-là. Donc nous, on lui a présenté cette note. On sait qu'il en a connaissance. Maintenant, on la met aussi entre les mains des Gilets jaunes qui veulent s'en saisir. Vous proposez donc une mise à jour de notre logiciel démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire, une mise à jour du logiciel démocratique ? Notre logiciel démocratique, il n'a pas été mis à jour profondément depuis 60 ans. Nos institutions ont été pensées à une époque où Internet n'existait pas, à une époque où les mobilisations étaient radicalement différentes. Le mouvement des Gilets jaunes s'est organisé hors des partis politiques, hors des institutions traditionnelles et quasiment entièrement sur Facebook. Il faut revoir en profondeur la manière qu'on a d'associer les citoyens au processus de décision. C'est ça, une mise à jour du processus démocratique. Et au final, donc un référendum en 2019 qui porterait sur quoi ? Référendum qui porterait sur la proposition de réforme de la Constitution issue de l'Assemblée citoyenne, qui aurait elle-même été amendée par les citoyens sur Internet. C'est ça notre proposition. C'est un peu similaire à ce qui a été fait en Islande, par exemple, au cours de la crise il y a maintenant plus de 5 ans. Donc, affaire à suivre. Très bien, Est-ce que merci. vous espérez des réponses et dans quel délai ? On espère des réponses rapidement, notamment des engagements du gouvernement sur ce scénario à partir de janvier, de la reprise des discussions sur la réforme constitutionnelle. Merci Jean Massier. Question au sénateur, je rappelle, sur publicsénat.fr. Merci beaucoup. On passe tout de suite à la revue de presse, ce qu'il y a dans la presse quotidienne régionale notamment, dans un instant. Et on commence avec la une de Libération, mais c'est Libération Champagne. Il était temps, Saveria. Emmanuel Macron décrète l'état d'urgence économique et sociale, 100 € pour le SMIC, suppression de la hausse de la CSG pour les petites retraites, prime de fin d'année pour les entreprises qui le pourront. En revanche, pas de retour de l'ISF. Libération Champagne qui juge difficile de dire si ces mesures vont réellement redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et Emmanuel Macron ouvre les vannes à la une du Courrier Picard, en Picardie dans le Nord. CSG, SMIC, heures sup défiscalisées. Le chef de l'État a fait plusieurs annonces, des annonces coûteuses. On parle de 10 à 12 milliards d'euros en plus pour le budget de l'État. Ces mesures suffiront-elles à éteindre l'incendie ce matin ? Plusieurs représentants des Gilets jaunes trouvent que le compte n'y est pas. Jean-Luc Mélenchon appelle lui à une nouvelle journée de mobilisation samedi. Et puis à la une de l'Indépendant de Perpignan, en Occitanie, l'état d'urgence sociale ce matin. Emmanuel Macron a décrété l'état d'urgence économique et sociale. Une formule choc, mais les mesures seront-elles concrètes ? Les réactions sont partagées ce matin. Le président a tenté hier soir un jet d'apaisement en direction des Français en reconnaissant des erreurs et une part de responsabilité. Voilà, grand journal du groupe Sud-Ouest, La République des Pyrénées, justement. Emmanuel Macron a-t-il convaincu ? C'est le titre de la une. 13 minutes pour convaincre et apaiser les Français. Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces hier soir, changement de ton également, pour tenter de calmer la colère des Gilets jaunes, colère qu'il a qualifiée de juste à bien des égards. Ces annonces sont-elles suffisantes pour apaiser la colère ? Pas évident. Pour la plupart des Gilets jaunes, le chef de l'État n'est pas allé assez loin. Et puis il était en duplex et en direct de Bordeaux avec nous tout à l'heure. Yves Artel, le directeur éditorial, c'est dans Sud-Ouest aujourd'hui. Sud-Ouest retient le mea culpa d'Emmanuel Macron et l'éditorial, c'est-il encore temps d'Yves Artel ? Un mois après le début de la crise politique la plus grave depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron a changé de ton lors de sa prise de parole hier. En évoquant 40 ans de malaise qui ressurgissent, le chef d'État est revenu sur son attitude, souvent jugée arrogante par ses détracteurs. « Je sais qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos », a-t-il déclaré, répondant aux critiques sur certaines de ses déclarations. J'ai pu donner le sentiment que ce n'était pas mon souci,
politique. J'avais d'autres priorités. A encore reconnu le chef de l'État, un mea culpa nécessaire pour celui qui cristallise la colère des Gilets jaunes contre lui. Voilà, un mardi noir dans les lycées à la une de Nord-Éclair, par contre. C'est l'autre source d'inquiétude pour le gouvernement, la mobilisation des lycéens. 450 lycées appelés à débrayer aujourd'hui un mardi noir en perspective. Le gouvernement qui craint des violences, après notamment les incidents de Mantes-la-Jolie la semaine dernière avec les 150 lycéens interpellés et placés en garde à vue. Voilà pour cette revue des unes de la presse quotidienne régionale. Merci Saveria, on vous retrouve demain pour notre émission. Dans un instant, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France, mais également dans les territoires français d'Amérique, du Pacifique, des Caraïbes et de l'océan Indien. Puis le Zap Matin de Christophe Combarieux, avec ce qui s'est passé aussi dans les autres matinales d'infos ce matin, et puis également dans les journaux télévisés et des extraits de l'intervention d'Emmanuel Macron. Et cela dans un instant. Et puis demain, l'invité politique, c'est Stanislas Guerini, le nouveau patron de la République En Marche, qui sera en direct avec nous sur ce plateau. Merci à tous, merci de votre fidélité et à demain. Au revoir, bonne journée. Merci, très bonne journée, à demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Ce matin à l'Élysée, Emmanuel Macron recevait l'ensemble des corps intermédiaires. Une première depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Il nous a écoutés. On entendra ce soir, on écoutera ce soir si nous avons été entendus. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. C'est une révolte au départ de la pression fiscale et administrative de ce pays. Il est indispensable de donner des signaux ce soir. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste, que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charges dès 2019. Cette augmentation de 100%, elle inclut la revalorisation du SMIC qui est déjà prévue, plus le reste, ça va être la solidarité, ça va être le budget de l'État qui va permettre de compléter ces salaires. J'ai l'impression que l'intervention de ce soir, elle est absolument capitale. Oui, elle est décisive, oui. C'est quitte au double. Ces 100 € pour le SMIC, c'est les Français qui vont le payer. C'est une énorme escroquerie quand même. C'est via la prime d'activité que cette hausse du SMIC va être réalisée. Ça va laisser sur le banc d'abord tous les salariés qui sont au-dessus du SMIC et qui ont quand même des bas salaires. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 2 000 € par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. L'effort qui leur a été demandé était trop important. Et il n'était pas juste. Si le président de la République veut répondre, il doit répondre à des mesures qui changent la vie aujourd'hui, pas seulement la vie demain. J'ai des doutes sur le fait qu'il le fasse. Il peut aussi en appeler aux urnes, il peut aussi en appeler au peuple. Il est des interlocuteurs naturels des citoyens qui doivent en recevoir les demandes et s'en faire les relais. Ce sont les maires. Ils portent la République sur le terrain. C'est pourquoi je rencontrerai moi-même les maires de France, région par région, pour bâtir le socle de notre nouveau contrat pour la nation. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ça, c'est des grands mots. On verra ce qu'il y a à l'intérieur. Sur des mesures de pouvoir d'achat ponctuelles, il y a des mesures de pouvoir d'achat. Par contre, il ne dit pas qui finance. On verra ce que le Premier ministre dira. Parce que si c'est financé par de la dette, c'est donc financé par le futur pouvoir d'achat. Nous sommes à un moment historique.
pour notre pays. Par le dialogue, le respect, l'engagement, nous réussirons.